Merci d'être présent ce matin. Pierre Ranou, donc ici, Nicolas Donneau, l'architecte, et puis Zaina Akawan, qui est donc sur la partie architecture et BIM manager. Notre première table ronde concernant un bâtiment neuf du côté de la gare Saint-Lazare. Si vous le voulez bien, on va peut-être voir en image pour vraiment se rendre compte de quel bâtiment il s'agit. On va voir en image comment le bâtiment se présente. Il y a une petite vidéo qui a été tournée la semaine dernière, grâce à vous, Zaina, sur site, avec Luc Coutan, qui est responsable pôle gare et connexion à la Direction Générale Île-de-France pour la SNCF. Je suis devant un bâtiment multiservice qui a été construit via la méthode BIM, le process BIM. Ça fait suite donc à un appel d'offres avec une entreprise mandataire. Et ensuite, donc, on a déployé la méthode BIM en 3D, 4D et 5D pour réaliser ce bâtiment. Alors, la particularité, c'est que ce bâtiment a été construit pendant la période Covid, donc ça n'a pas facilité le travail. Néanmoins, c'est un bâtiment qui a été réalisé dans les délais, dans les coûts. Voilà, c'est quelque chose qui était assez expérimental puisqu'on fonctionnait avec des petites, voire très petites entreprises. Le choix du BIM s'est porté du point de vue maître d'ouvrage afin de garantir la fiabilité du projet, ses coûts et bien sûr son planning. Et puis on a voulu aussi montrer que les petites entreprises, voire les très petites entreprises, pouvaient avoir accès au BIM si on les accompagnait. Donc le choix du BIM pour la maîtrise d'ouvrage a été motivé aussi par le fait que ce projet s'inscrit dans le début d'un vaste ensemble de projets dans lequel nous allons procéder via le process BIM à des réalisations majeures. Donc aujourd'hui on est sur le site de Pont-Cardinet, demain nous avons des projets qui sont sur le site de Levallois qui est juste à côté. Aujourd'hui, nous avons la mise en place d'un banc de mesure des essieux réalisé aussi via le process BIM. Et puis après-demain, nous avons donc la construction d'une grande halle couverte pour réaliser la maintenance des rames. Donc ce projet de bâtiment multiservice qui est juste derrière moi s'inscrit bien dans cette démarche. Le choix du BIM s'est naturellement porté pour la maîtrise d'ouvrage, à la fois pour fiabiliser les coûts et les délais. Et la particularité, c'est que le projet était quasiment externalisé, donc avec une maîtrise d'œuvre externalisée, un architecte externalisé, un bureau d'études externalisé au sein de SNCF, ce qui fait qu'on a dû, en tant que maître d'ouvrage, accompagner le projet. La maîtrise d'ouvrage s'est fait accompagner en assistance à maîtrise d'ouvrage par la société Gestobat, qui a mis en place une plateforme qui permettait d'échanger l'ensemble des documents et d'avoir une traçabilité, qui permettait aussi de déposer la maquette numérique. Donc ça a permis à l'ensemble des intervenants d'être à l'instant T au courant de tout ce qui se faisait sur le projet. L'expérimentation a surtout porté sur le fait qu'on avait affaire à des petites, voire des très petites entreprises, et il a fallu les accompagner. Alors les accompagner du point de vue maîtrise d'ouvrage, mais aussi les accompagner du point de vue maîtrise d'œuvre générale. C'est pour cela qu'on a consolidé la mise en place d'un BIM manager. On a consolidé aussi l'accompagnement avec service après-vente, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la mise en place du BIM, sur lequel les entreprises pouvaient venir poser des questions à chaque fois qu'elles avaient des interrogations. Il en était de même des bureaux d'études qui fonctionnaient au sein donc des entreprises. Ça a été un vrai plus et ce qui a conduit le projet à ce qu'il fonctionne bien, qu'il aboutisse en temps et en délai, malgré le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure lié à la pandémie. Merci Zaina d'avoir produit cette vidéo là, en une semaine, d'avoir eu cette initiative, c'est très intéressant. On peut voir un peu en image, on va revoir d'ailleurs différemment le bâtiment tout à l'heure. Je vous donne la parole en premier, Nicolas Donneau, vous êtes donc l'architecte. Là, la question qui est intéressante, le coup de temps le souligner, c'est qu'on a voulu sur ce chantier, si on revient sur le chantier de la gare Saint-Lazare, associer des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler en numérique et leur donner les moyens de s'associer autour de l'outil. Oui, alors là, le projet est minuscule, hein, c'est 100 mètres carrés d'un bâtiment de service. Donc avec Luc, on avait décidé d'essayer de faire du 100% BIM et d'inciter toutes les entreprises à y participer. Donc moi j'avais fait le permis de construire
entièrement en 3D, donc ça a un peu facilité les choses, puisque tout était déjà numérisé. Et j'ai essayé de convaincre et de motiver l'entreprise qui n'était pas du tout équipée en BIM, qui regardait ça avec beaucoup de suspicion, qui voyait surtout dans la démarche des frais qui allaient augmenter, parce que comme ils n'étaient pas équipés, ils avaient personne. Donc la SNCF... La question des outils, la question des ressources, comment on va s'organiser avec ça? Oui, donc Luc Coutan a pris comme principe que tous les frais inhérents à ce projet BIM allaient être pris en charge par la SNCF, ce qui a très très bien fonctionné. Et puis donc dans ce projet est arrivé Pierre Ranoux avec Gestobat, qui a pris en charge toute l'organisation et qui a facilité les choses. C'est-à-dire alors justement, Pierre Ranoux, vous êtes responsable, vous, de projet à Gestobat, donc vous êtes un économiste de la construction, et la question c'est, et vous souleviez la question à l'instant, Nicolas Donneau, c'est est-ce que finalement partir en BIM, ça va coûter plus cher? Et à quoi faut-il faire attention pour ne pas faire décoller les coûts? Est-ce que ça peut être des sources d'économie, ou est-ce que c'est forcément des éléments qui viennent en complément, en supplément des dépenses habituelles? Oui, alors, bon, déjà là, on parle déjà sur un premier thème qui est l'économie. Je crois que, effectivement, le BIM, c'est un coût, mais c'est pas un surcoût. Il faut effectivement avoir une vision... C'est quoi, c'est un transfert de coûts, c'est ça? Ça peut être un transfert, un lissage, mais aussi, à la fin du cycle du bâtiment, ça peut être très bénéfique, pour X raisons, hein. Alors c'est vrai que dans la phase où on est là, c'est pour ça que le curseur dans aujourd'hui la façon de monter un projet peut bouger, puisqu'il y a peut-être plus d'investissement en amont pour effectivement ensuite, eh bien on parlait d'interopérabilité, d'échange d'informations, on en reparlera tout à l'heure. Ces informations-là, c'est pas pour les garder, c'est effectivement pour les échanger. Et effectivement, le cycle de vie d'un bâtiment, on sait pertinemment que le coût le plus élevé est dans la phase de maintenance, exploitation. Et si là on a la qualité de la donnée en amont, eh bien on voit bien que on gagne du temps là, et notamment on perd pas de temps. Voilà. C'est là d'ailleurs la difficulté, c'est que ça peut même être transparent, parce qu'on ne le perd pas, mais on ne sait pas qu'on ne l'a pas perdu. Alors c'est vrai qu'il y a des freins dans cette façon de travailler collaborative. C'est les habitudes qu'on a aujourd'hui, et peut-être casser toutes ces habitudes, casser tous ces silos, et faire en sorte d'avoir une méthode collaborative. C'est sûr, casser certes, mais enfin il y a quand même des savoir-faire, il y a quand même des entreprises qui travaillent avec des méthodes, qui n'ont pas forcément envie d'en changer parce que ça a fait ses preuves, et il y a la volonté aussi de se garantir finalement, de conserver un périmètre sécurisé autour de sa propre activité. On le sait, hein, dans le bâtiment, souvent les différents intervenants peuvent avoir des propos assez durs vis-à-vis de collègues qui n'ont pas fait le travail comme il fallait. Enfin, on se préserve quand même dans cet univers-là. Donc comment on peut organiser différemment les choses et faire en sorte que chacun conserve à la fois ses savoir-faire, sa perception d'une certaine sécurité? Oui, c'est vrai que c'est un peu la phase très délicate là. De mettre en place des limites de prestations et des limites de responsabilité, puisqu'effectivement si l'information circule, eh bien il faut savoir qui l'a fournie et qui la reçoit et comment après l'utiliser. En fin de compte, c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'il faut, peut-être contractuellement ou par habitude, essayer de trouver le juste milieu. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, pour moi personnellement, les informations que l'on apporte, aujourd'hui, on les amène soit sur un support papier, soit sur un support numérique du type Excel ou autre, quel format. Eh bien, là, on va les remettre effectivement, peut-être dans une maquette numérique, mais les informations sont les mêmes. C'est pour moi alors, le sur cet exemple-là, concrètement, comment ça se passe l'organisation? Comment sont constituées les équipes? On a vu que c'était des petites entreprises qui n'étaient pas forcément donc habituées à travailler en BIM. Comment on a organisé? Comment vous avez réussi à fédérer tout le monde? Eh bien, c'était déjà d'échanger. Je crois que le côté humain, c'est donner confiance à chaque interlocuteur. Donc il y a eu le choix des interlocuteurs, déjà des entreprises qui interviennent.
Effectivement, et même Nicolas l'a dit, hein, on voit bien tous ces échanges qu'il y a, et même le travail de Zena en tant que BIM manager. Il faut dialoguer. Et même Gilles l'a dit tout à l'heure, c'est le dialogue, c'est la confiance qu'il faut redonner, parce qu'effectivement, à un moment donné, on va transmettre quelque chose. Oui, mais attends, ça va aller où? Ça va être comment? Ça va être interprété juridiquement? Quelles sont nos responsabilités une fois qu'on a donné l'information? Et puis, c'est pas palpable. Voilà. Bon, c'est un peu tout ça. La maquette virtuelle, c'est un lien entre tous les savoir-faire des différentes entreprises. Et c'est vrai qu'on par le biais du BIM, parce qu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui, on aimerait plus de collaboration entre ingénieurs et architectes, même au niveau des écoles, parce que je pense que on a partagé quelque chose et il faut qu'on apprenne à travailler sur les mêmes fichiers. Ça, c'est un écueil qui peut y avoir. Moi, c'est le seul écueil que je vois dans le BIM, c'est la compatibilité entre fichiers et logiciels. Tout le reste vous convient, tout le reste vous va. Ah oui, tout le reste, ça fait tellement longtemps que je pratique les maquettes virtuelles que c'est que du bonheur, quoi. Ça va beaucoup plus vite, on répond, on lève tous les problèmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible avec une maquette virtuelle de se retrouver pendant la construction avec un élément qu'on n'a pas prévu. C'est-à-dire tous les problèmes de chantier sont levés bien avant qu'ils apparaissent. Donc on a tous intérêt à travailler. Le problème, c'est partager la maquette. Ça reste un problème, mais un exercice en soi. Ouais. Oui, ça reste une difficulté. Pierre, en un mot, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, effectivement, c'est ce partage des données, et puisque là, on va effectivement travailler dans ce qu'on appelle un environnement commun de données, ce qu'on appelle un EDC dans la norme 19650 qu'on parlera tout à l'heure, puisque il faut des règles. On reviendra sur les règles tout à l'heure, mais je voudrais qu'on aille un peu au cœur du réacteur avec vous, Zaina Kawam. C'est vous le cœur du réacteur parce que vous êtes le BIM manager, donc c'est vous qui recevez les plaintes ou les demandes et qui devez articuler tout ça. Le rôle, pour rappel, d'un BIM manager est assez central, assez essentiel dans un projet qui utilise et qui a une ambition en BIM. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, le BIM manager, en fait, le métier de BIM manager n'est pas venu comme ça. C'est qu'il y a un métier derrière et il y a une connaissance du bâtiment. Ça, c'est la première chose. Pour toutes les personnes qui veulent se former et être BIM manager, il faut quand même avoir une base bien solide. Deuxièmement, il faut aussi être psychologue et savoir négocier. Parce que il y a beaucoup de réticences d'un côté ou d'un autre pour tout ce qui est gabarit, pour tout ce qui est méthode de travail, etc. Donc il faut déjà dès le début poser les règles, faire une convention qui correspond à tout le monde. Je passe quand même une semaine à réaliser ma convention BIM, à les échanger avec toutes les équipes pour qu'ils acceptent et qu'ils la signent. Il y a quoi dans la convention BIM en quelques mots, hein, sans rapidement. Détail, la convention BIM, c'est déjà les personnes contributrices au projet, le rôle de chacun, les responsabilités de chacun, les données du projet, le géoréférencement de la maquette, ça c'est très important parce que c'est important pour interopérabilité et échanger avec les autres, et surtout des règles de nommage, des règles d'échange. Pas nommer les fichiers n'importe comment, qu'on s'y retrouve plus, c'est ça? Ouais. Aussi, il faut utiliser les bonnes familles, savoir quand on est en permis de construire ou en esquisse, ne pas utiliser des familles qui sont très lourdes, etc. Donc tout ça, c'est des règles qu'on met au début, on dialogue et on essaye de rapprocher tout le monde. Alors le problème, c'est que avec le Covid, on n'a pas pu se réunir en présentiel, mais les visions ont aidé pour que ce mode de travail se développe. Là, actuellement, on est en BIM 2, ça veut dire que chacun travaille sur une maquette et après on la partage. J'espère qu'on va arriver au BIM 3 où chacun va aller piocher dans la même maquette et pouvoir mettre sa petite pierre.
Donc beaucoup de psychologie, on parlait tout à l'heure des précarés, il faut pouvoir ménager un petit peu tout le monde. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des approches du métier qui peuvent être différentes. On peut aller dans le bâtiment parce que justement on a un rapport à la matière, au coup de main qui est particulier. On n'a pas forcément envie de passer son temps devant des écrans. Quelle peut être la carotte en échange de cette difficulté pour les entreprises qui vont être contraintes finalement de se mettre derrière un écran? Quels sont les bénéfices qu'on peut leur annoncer pour qu'ils s'y jettent? Alors, premièrement, avec la maquette, déjà, on peut faire un maîtrais. Donc ça, c'est une mission qui peut être, par rapport à la loi MOP, revue. La maquette BIM peut nous donner plein d'informations. Et surtout, le maîtrais qui, pour l'instant, n'est pas, comment dire, réglementaire pour les bureaux d'études à faire. C'est l'entreprise qui doit faire son métier. Mais en partageant cette maquette-là, ça facilite beaucoup cette étape-là, qui est très comment dire, importante pour le coût du projet et pour ce qui va être réalisé. Et les entreprises, alors on a fait une petite expérience avec Pierre il y a quelques années avec le Crédit Agricole du Mans, qui voulait faire travailler des entreprises sur leur siège social, mais des entreprises séparées. Et donc, ils ont réuni toutes les entreprises dans une salle et on a fait des formations pour ces entreprises pour qu'elles s'y mettent. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, on va leur ouvrir les yeux et les rapprocher pour adapter ce processus. Et le BIM Manager, donc, c'est l'animateur de toutes les équipes. C'est la personne, effectivement, qui est au centre, comme je le disais, parce qu'elle va être en relation avec, finalement, tous les intervenants du projet. Hein, c'est ça, l'idée. Oui. Après, et c'est important. On se passe pas d'un BIM Manager. Pas que je veuille vous licencier sur le champ, Zaina, mais on a vraiment besoin de vous. C'est-à-dire que c'est vraiment, dans un projet BIM, le BIM Manager, c'est vraiment Alors, pour moi, la charnière. Pour moi, plus le BIM va avancer, plus les entreprises pourront avoir cet interlocuteur qui sera interne. Mais j'ai discuté avec un grand architecte il y a 2 semaines et il me dit c'est tellement compliqué qu'un architecte peut pas faire BIM Manager. Donc et je sais pas, moi personnellement, je trouve que quand on a les capacités un peu informatiques de savoir gérer les logiciels, de savoir faire le mix, etc., on peut être BIM manager même si on est architecte ou autre qu'architecte, mais comme l'architecte est un chef d'orchestre, le BIM manager est un chef d'orchestre pour tout le projet techniquement et pour tout ce qui est livrable. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois que ça a été fait, donc il y a ces premières étapes qui sont quand même un petit peu laborieuses, ou en tout cas il faut faire preuve de psychologie, il faut beaucoup échanger, mais une fois qu'on a fait ça, on est en ordre de bataille pour que les choses se passent plus facilement derrière, et qu'on puisse avoir effectivement des bénéfices à cet effort. Oui, le bénéfice, c'est surtout, comme l'a dit Nicolas, c'est surtout pour le chantier, pour les erreurs de chantier. Actuellement, je travaille aussi sur du phasage qui est très important quand il y a des interventions très limitées sur, par exemple, des gares, etc. On peut montrer en vidéo les éléments qui viennent les unes après les autres pour montrer l'impact. Par exemple, on était en proximité de rails, on a vu sur la vidéo qu'il n'y a pas grande place entre finalement les rails et les bâtiments d'habitation qui sont derrière. L'espace n'était pas énorme là où vous êtes intervenu. Oui, mais il n'y avait pas de passage de voyageurs, en fait. Mais après, c'est des interventions, par exemple, sur les gares du Grand Paris où tous vont être accessibles, rendus accessibles. Il faut découper des voies, il faut faire plein de choses et faire ça en un week-end. Donc, pour des chantiers comme ça, mais même pour des petits chantiers, on peut utiliser le phasage qui, pour moi, est très important parce que c'est une organisation de la donnée à l'intérieur de la maquette et cette organisation de la donnée va servir pour le phasage, pour l'économie et pour après la maintenance et surtout maintenant pour la RE 2020, si on connaît vraiment la constitution de nos murs, de nos fenêtres, etc., on peut récupérer toutes ces données pour avoir ces calculs. Donc on habite une même maison, Pierre Ranou, qui est une maison constituée de données et qu'on va partager avec des équipes le temps du projet. C'est que finalement tout le monde vient habiter cette maison et il faut en respecter des règles. Vous êtes très attachés à ça. Et il y a notamment une norme qui s'appelle la norme 19650. Pourquoi vous avez envie de nous en parler? Parce que ça paraît un peu sec comme sujet. Tout ce qui est norme, généralement, c'est pas très séduisant. Cette norme, qui est un processus, donc une méthode collaborative, elle est destinée à ce que les informations puissent, dans un environnement commun de données, puissent être échangées et partagées.
Alors je compare toujours ça à effectivement un peu, on parle d'industrialisation de la donnée dans notre domaine, à vraiment une chaîne de fabrication d'un produit. Et je me rappelle il y a quelques années avoir visité, on est en plein dans le bâtiment, c'est les établissements Knauf, comment ils fabriquaient la plaque de plâtre. Eh bien, c'était une chaîne de 200 mètres de long où le premier point, c'était le petit wagonnet avec le gypse. Et 200 mètres plus loin, eh bien, on voyait la plaque de plâtre emballée et prêt à être à aller sur les chantiers. Et effectivement, c'est toute une chaîne de fabrication de l'information, des valeurs, sans qu'il y ait effectivement une interruption pour justement savoir à quel moment et qui est responsable de la donnée. Voilà. Ce n'est que des recommandations, mais pour moi, elles sont importantes puisqu'elles vont permettre d'avoir un langage commun. Parce qu'on parle d'interopérabilité au niveau des logiciels numériques et autres métiers. Oui, c'est important, c'est nécessaire. Mais il faut aussi que dans le langage soit effectivement connu et soit le même pour tous. Et vous avez utilisé cette norme, du coup, Zaina, dans votre management BIM ? Depuis que Pierre m'en a parlé, on essaye de la mettre en place. C'est bien, c'est utile, ça vous a dépanné sur certains aspects de la Oui, c'est collaboration. très utile, surtout quand on veut faire de l'interopérabilité, parce que quand on exporte, les données sont communes et il y a une lisibilité entre les différents logiciels. Donc on peut avoir une certaine hygiène, on va dire, de la gestion de la donnée pour que ça circule mieux finalement. Quand on veut ranger notre placard et qu'on n'a pas envie, c'est comme ça qu'on range notre maquette. On préférerait avoir chacun son placard, mais c'est pas toujours possible. Effectivement, c'est un peu une usine à gaz lorsqu'on la lit, comme ça, avant d'aller. Oui, en fait, il faut quelqu'un qui l'explique et qui la décrive, peut-être, parce que c'est vrai que les normes, c'est toujours compliqué. Ça peut être très difficile à analyser. C'est pour ça que le plan BIM 2022 et l'action du groupe de travail dans lequel on a travaillé, eh bien, dans quelques semaines, va apparaître sur le web, eh bien, effectivement, la vulgarisation de cette norme. Et je crois que ça va être une étape importante. Et là, vous allez voir, ce n'est qu'une première étape. Il y a encore sûrement du travail à faire, mais au moins qui va dégrossir cette norme et surtout la mettre en application par rapport au modèle français. Alors, on va en venir d'ici quelques minutes aux questions, mais avant, Pierre Arnoux, je voudrais qu'on entende Luc Coutan sur finalement comment se passe. Là, on a vu toute la partie conceptuelle de finalement comment on se met autour de la donnée, comment on organise finalement la collaboration, mais après il y a évidemment la phase chantier, c'est comment on va réaliser les choses, quels sont les plus et les moins. Est-ce qu'on a retiré Luc Coutan maintenant que ce bâtiment est sur pied? On va écouter son témoignage. Alors bien sûr, je vais vous parler malgré tout de la phase réalisation. Ce projet a présenté des plus, a présenté aussi quelques moins. Parmi les moins, j'ai envie de dire, c'était une nouveauté pour les entreprises. Donc il a fallu un investissement personnel de chaque intervenant, que ce soit du côté des entreprises, des bureaux d'études, mais aussi côté maîtrise générale, puisqu'on était sur de la 4 et 5D. Généralement, on s'arrête plutôt à de la 3D. Et même chose côté maîtrise d'ouvrage, puisque dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage, tout le monde n'avait pas le même niveau vis-à-vis du process BIM. Les vrais plus, les gens se sont accaparés l'outil, se sont accaparés la méthode. Ça a permis à tous les intervenants humainement d'avoir un travail collaboratif. Et ça a été le vrai plus, le point partagé. Et malgré, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était sur une pandémie forte. Et malgré le fait que les gens physiquement n'ont pas pu toujours se voir, au travers du BIM et des échanges, on a pu consolider ce projet et le réaliser. Et je pense que c'était une réussite à la fois en termes d'expérimentation. Le retour d'expérience va être intéressant sur les autres projets qu'on réalise actuellement, à la fois dans les équipes, c'est-à-dire au niveau de la maîtrise d'ouvrage bien sûr, mais aussi au niveau des maîtrises d'œuvre et au niveau des intervenants. Alors dans le cadre de l'externalisation, donc avec une maîtrise d'œuvre générale, l'architecte, donc Nicolas Donneau, n'avait pas la mission complète au sein de la maîtrise d'œuvre générale, ce qui a fait qu'au départ, il avait une mission étude, mais il n'avait pas cette mission de suivi. Et je pense qu'à l'avenir, il faut absolument qu'on soit vigilant là-dessus, c'est-à-dire qu'on permette à l'architecte d'avoir une mission complète, et notamment lorsqu'on utilise le BIM, puisque derrière, en termes de coordination, en termes de suivi, visa des plans, c'est très important derrière que cette mission soit faite par la même personne. Parmi les points positifs, on s'y noté pour le maître d'ouvrage, à la fin de l'opération, donc, on a pu bénéficier d'un DOE numérique
qui nous est très utile par la suite, puisqu'on voudrait développer avec notre exploitant ferroviaire une méthode 7D qui permettrait de suivre la maintenance. Et l'ensemble, et là je remercie l'ensemble des partenaires, puisque que ce soit l'entreprise mandataire de génie civil, Delta Construction, que ce soit tous les bureaux d'études qui ont travaillé, on a obtenu un document ADOE assez rapidement, de bonne qualité, puisqu'il était accompagné aussi par l'intervention bien sûr du BIM Manager et de l'ensemble des équipes qui a concouru à ce projet. Un des points positifs aussi, et notamment pour le maître d'ouvrage, mais pour l'ensemble du projet, c'était le fait qu'on a pu relier l'économie du projet à la maquette numérique. Ainsi, lorsqu'on procédait à des modifications dans la maquette, on avait à la fois la modification des coûts, ce qui nous a permis de gérer en temps réel l'économie du projet. Et c'est ce qui fait que sur ce projet-là, une fois qu'on a fait le bilan financier, bien sûr le bilan de la réalisation, mais aussi le bilan financier, c'était conforme à nos attendus. Et c'est un vrai plus, c'est-à-dire que le fait d'avoir mis en place la 3D BIM, le process BIM classique, de l'avoir relié ensuite au planning au travers de la 4D, et ensuite d'avoir mis cette liaison avec la 5D, ça a été le vrai plus. Et pour un maître d'ouvrage, maîtriser les coûts et les plannings, c'est l'ADN, c'est le cœur du métier. Voilà donc pour ce témoignage Luc Coutan. Alors on l'a bien compris, donc BIM 3D, hein, c'est la communication, la 4D donc c'est la planification en plus, et la 5D c'est quand on connecte l'économie également au projet pour avoir une vision. Alors, on peut peut-être d'ailleurs montrer un exemple, Pierre Ranou, d'un équipement qu'on change par exemple. On peut avoir des fois des problèmes, en ce moment en plus c'est d'autant plus le cas, d'approvisionnement sur certains équipements. On est amené à modifier un équipement qui était prévu dans le bâtiment, et quels échos ça prend finalement au sein de la maquette. Oui, donc là, ce que vous voyez là, donc c'est quelque chose qui peut se faire en direct, hein, soit dans les revues de projet et les revues de maquette. C'est-à-dire que là, l'exemple d'une modification du sanitaire, donc celui qui modélise donc va effectivement répondre à l'attente du maître d'ouvrage ou du responsable pour dire voilà, on va supprimer 2 sanitaires. Donc là, on les supprime physiquement dans la maquette, et ensuite on vient effectivement venir importer l'ensemble des données de la maquette dans effectivement ce qu'on appelle un conteneur de données, un intégrateur, hein, qui va permettre de pouvoir modifier le montant initial du marché, qui est déjà, hein, donc il y a déjà la première étape, on a le montant du marché, et là, en venant effectivement coupler, jumeler l'ensemble de ces données avec notre base de données, une conteneur de données, on en parlera tout à l'heure de cette façon d'agir, eh bien on va venir importer, là on l'importe de façon assez traditionnelle, mais demain ça peut être une API, et là on vient effectivement réaliser en l'espace de quelques secondes, là on est pratiquement en temps réel, hein. Là ça y est, il est fini de télécharger, et là on va rebooter pour voir effectivement la différence du coût, et lorsqu'on, voilà, donc le montant après que vous voyez là, c'est peut-être pas tellement lisible, mais au moins la moins-value qui entraîne cette là et de ce montant-là. Et ce montant-là, il n'est pas issu du hasard, il est issu, puisqu'on est en phase réalisation, hein, comme on l'a dit, eh bien on a importé effectivement dans certains conteneurs de données, parce qu'on parlait de données, effectivement la maquette apporte des données, mais demain le processus BIM, c'est effectivement le couplage de plusieurs bases de données qui sont effectivement en ligne et qui permettent, et tout ça c'est effectivement les outils numériques qui le permettent, de pouvoir avoir en temps réel effectivement certaines modifications. Alors, on voit tous les bénéfices, et là, c'était un exemple assez précis hein, sur justement quels échos on trouve en termes de tarifs quand on va modifier un équipement, par exemple. Et on peut avoir ces résultats, même quand on est associé des entreprises qui ne font pas du BIM. Emmanuel Debroux, par exemple, de l'entreprise générale Delta Construction, qui est intervenu pour la fabrication de ce bâtiment, ne manipule pas le BIM. C'est-à-dire que lui délègue à un bureau d'études tout ce qui est BIM. Lui, il récupère les plans ou les visionneuses, et puis il donne à ses équipes, mais il s'y intéresse pas. Ce qui veut dire qu'on peut quand même aussi associer, ça c'est un point important, des entreprises qui sont pas dans le BIM, qui pratiquent pas, mais qui répondent à l'appel d'offres et qui ont à côté d'elles un bureau d'études. Oui, mais il a aussi participé aux échanges, donc il a utilisé la plateforme, ce qui est très important. Il s'est imprégné, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas modélisé ou il n'a pas participé vraiment à la partie conceptuelle, mais il a
il a participé à toutes les autres étapes, hein, c'est ça? Oui, parce qu'une partie du BIM, c'est aussi les échanges. Donc, c'est... Pas que l'outil, hein, il n'y a pas que l'ordinateur. À cette étape, des questions, est-ce que vous vouliez intervenir pour pouvoir poser des questions? On verra d'autres aspects tout à l'heure, on évoquera peut-être encore un peu plus le DOE, qui est un des bénéfices aussi du recours au numérique dans le bâtiment. Mais est-ce que vous vouliez demander des éclairages ou intervenir du fait d'une expérience personnelle à partager? Bonjour, je suis Eric Lanné. Je travaille pour une société qui s'appelle Ciplas. Nous sommes industriels et nous sommes dans le BIM depuis 2014 avec un catalogue justement BIM. Je suis très content de voir ce projet parce qu'on a tendance à parler de gros projets dans le BIM. Et là, on voit très bien que ça concerne aujourd'hui tout le monde. Ça concerne l'ensemble du bâtiment. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la preuve que le BIM, ça y est, c'est parti. C'est confirmé avec justement des petits projets. Moi, ce que je voudrais, parce que c'est quand même la difficulté qu'on a, nous, avec les entreprises, c'est voir le ressenti que tu as eu, Zena, quand tu t'es adressé aux entreprises pour dire, voilà, on va faire du BIM et il va falloir vous partager, comme tu as dit, l'intégration dans une plateforme. Comment ça s'est passé et quelles sont les procédures que tu as mis en place pour que l'entreprise soit engagée? C'est une bonne question, hein, l'aspect humain qu'on évoquait tout à l'heure avec le... Oui, alors il y a aussi un grand merci à la maîtrise d'ouvrage, à Luc Coutan qui lui a poussé ce processus à fond et qui a dit à tout le monde, voilà, on va se lancer en BIM parce qu'il a d'autres projets aussi, d'autres petits projets comme ça des technicentres, mais qu'il veut relier, avoir un actif en BIM qui soit exploitable après. Alors, on a fait 2 réunions en présentiel avec les entreprises, ils étaient preneurs et on leur a dit, par exemple, pour le DOE numérique, comme eux, ils n'avaient pas les moyens de le faire, donc on a pris une mission pour qu'on puisse délivrer une maquette avec. Donc on peut faire des échanges comme ça. Eux, ils ont livré toutes leurs informations et on a intégré toutes les informations du DOE. Mais il y a des réticences, il y a eu plutôt des oppositions, est-ce qu'il y a de la curiosité? Non, il n'y a pas eu de réticence. Ils voulaient se former, mais comme il y a un chantier et qu'on veut aller vite, ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais ils sont partants. En fait, c'est un chantier chasse l'autre dans le bâtiment. C'est ça aussi, c'est que les petites entreprises ont besoin de travailler, d'enchaîner les chantiers. Et du coup, c'est où on trouve le temps de formation, à quel moment on se pose pour pouvoir changer d'habitude et de pratique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que lui, il est, prestataire d'une grande entreprise et quand il a des dossiers en BIM, il va déléguer. Mais il était partant pour s'y mettre et pour apprendre. Et quand ça coince, pour qu'on parle aussi des choses qui se passent pas toujours bien, quand ça coince, quand les équipes pestent, c'est généralement sur quel fondement? Les entreprises ou toutes les équipes, n'importe quelle équipe. Je pense moi aux situations où on est obligé de faire pour le coup beaucoup de psychologie. Pierre, à nous si vous vouliez réagir. Oui. Au travers de différentes expériences avec Zena, et notamment tu as parlé du premier projet où on a travaillé ensemble il y a maintenant 6 ans, qui était le siège social d'un organisme bancaire au Mans. 20 000 mètres carrés quand même, c'était pas le petit projet. C'était un gros projet, ouais. C'était un gros projet. Eh bien, effectivement, la réticence de l'entreprise, puisqu'ils ont toujours l'image que le BIM, c'est la maquette 3D. Alors, quand vous avez en face de vous une entreprise de peinture ou de revêtement de sol, ils disent on s'en fout, nous, du BIM. On est en 2D, nous. On est en 2D, voilà. Et on leur a fait comprendre que le processus BIM, c'était déjà avant tout de la donnée. Et lorsqu'on leur a montré au travers de la formation, et là on parle de l'accompagnement, et effectivement tous les acteurs de l'acte de construire doivent être présents pour effectivement faire ce type de mission, eh bien ils ont vu tout l'intérêt. Ils ont vu que effectivement on leur donnait des informations, puisque le processus BIM, c'est binaire. On donne de l'information ou on la reçoit. On la produit ou on la reçoit. Bon. Et on leur dit, voilà, on vous donne de l'information pour vous aider à chiffrer. Ceci dit, il peut y avoir des erreurs. À vous aussi, en tant qu'expert, de contrôler. Ils ont compris l'intérêt et la confiance. Il faut leur donner confiance. Voilà. D'autres questions ou remarques? Oui.
Bonjour, Claire-Marie Chaffin, je suis directrice du développement et des relations entreprises ici. Alors, contrairement à vous, je n'ai aucune compétence sur le sujet. Par contre, je trouve la présentation passionnante. J'ai juste une question, finalement, ça représente quel coût supplémentaire de se décider à prendre cet outil? J'imagine que quelqu'un paye quelque chose. Vous venez de le dire, que la SNCF avait pris en charge. Et voilà, je me demandais entre le coût technique et le coût humain, parce que j'imagine qu'il faut avoir des personnes. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une entreprise qui ne le faisait pas elle-même, mais s'appuyait sur un bureau d'études, ça veut dire qu'elle sous-traite quelque chose. Enfin voilà, je me demandais les sous derrière. Oui, effectivement, lorsqu'on est dans cette phase de modification d'outils même, effectivement, il faut un coût d'investissement. Et ça se récupère où quand même? C'est ça qui est intéressant. C'est qui paye, qui doit payer finalement dans les organisations actuelles autour du BIM telles qu'on les voit. Voilà. Alors, qui paye et à quel moment ça se retrouve? Où est-ce que ça se retrouve d'ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment dans la partie exploitation, dans les 50 ans du bâtiment qu'on va le retrouver? Ou est-ce qu'on le retrouve déjà dans la phase exécution? Alors, lorsqu'on a une vision de coût global d'un bâtiment, ce coût-là, c'est pour ça que je dis que le curseur, il bouge aussi, c'est l'achat de matériel, c'est clair. C'est pas la formation, parce qu'aujourd'hui, dans la formation, c'est remboursé au niveau de l'entreprise, mais c'est le manque à gagner de l'entreprise pendant un certain temps, c'est vrai. Donc les salariés sont en formation. Et puis qu'ils deviennent habitués à cette façon de travailler et à cet outil-là. Si on prend l'outil de CAO qui a servi à faire ce projet, moi je sais pas quel est le temps, et Zena c'est mieux que moi, quel serait le temps qu'effectivement un architecte, un ingénieur va prendre pour s'habituer à ce type d'outil. Oui, allez-y, Zaina, et puis on entendra. Ou madame, si vous voulez. D'accord. De toute façon, c'est un peu l'écho de Zena, puisque je m'appelle Nawel Badaoui. J'ai travaillé pendant 5 ans chez SNCF pour développer la démarche BIM dans une des directions SNCF, notamment la mise en accessibilité des gares. J'ai été sur plusieurs projets accompagnés par Zena et Pierre. Et cette question, bien entendu, elle a été posée, et elle est posée, elle continue à l'être. Néanmoins, SNCF a eu le mérite de faire des études dans 2 de ces directions. Et là, ils tombaient d'accord que le coût du BIM, alors, voilà, c'est pas une exclusivité que je donne, ça fait déjà plus d'1 an que c'est communiqué. Le coût du BIM par rapport à l'enveloppe globale d'un projet, c'est entre 1,5 et 2% de l'enveloppe. Oui, Zaina? Oui, moi j'ai aussi l'écho d'un grand bureau d'architecture où le coût informatique, logiciel, BIM, etc. s'élevait à 1 million d'euros, mais c'était que 2 ou 3% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est important quand on est grand, quand on a des logiciels, quand on a des abonnements, etc. La formation aussi. Je vais rebondir sur le plan BIM parce que là, j'ai participé à un groupe de travail sur l'élaboration de la plateforme pour les formations et c'est fait pour tous les métiers du bâtiment et pour les petites entreprises, pour les architectes, pour les bureaux d'études, etc. Donc, il faut en profiter de ce que nous donne le plan BIM et tout comment dire, l'élan qu'elle donne pour le processus BIM pour élargir. Mais puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs échelles aussi de BIM. Il y a les grandes entreprises, vous disiez 1 ou 2 millions d'euros, je crois, c'est 3% du chiffre d'affaires. Bon, on imagine déjà que c'est une assez grosse structure. Mais il y a les petites entreprises qui, elles, vont avoir peut-être que quelques briques du BIM, mais qui vont utiliser la partie qui les intéresse et qui vont être petitement équipées avec des petits ordinateurs, pas forcément surpuissants, et des petits morceaux finalement du numérique qui va les intéresser. Moi, je peux dire. On en parlera cet après-midi, ça d'ailleurs, de cette partie déclinaison. Pour notre métier à nous, c'est vrai que faire une maquette numérique, c'est beaucoup plus. Ça prend plus de temps quand on veut aussi organiser la donnée, mais c'est un bonheur parce que là, par exemple, je donne un autre exemple sur un AVP. On avait fait un projet. Donc avant-projet. J'ai accompagné un bureau d'études pour se mettre au BIM et on a fait le projet AVP. On est passé en pro. Un des ingénieurs m'a dit « j'ai peur, je n'ai rien à faire pendant le pro, parce que tout a été fait à l'AVP. » Donc c'est un des avantages, mais en fait les coûts se déplacent. Il faut peut-être changer un peu les rémunérations au début du projet, parce que faire une maquette, c'est rentrer déjà un peu dans les détails. Gilles Charbonnel, président d'ADN Construction.
tant qu'Auvergnat, je vais faire une réponse d'Auvergnat normande. Ça a un certain coût, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser non plus sur ce coût. C'est le coût de l'investissement, c'est le coût de la transition. Parce que je crois qu'il faut être vigilant aussi. On parlait de transition tout à l'heure, mais si nos métiers ne prennent pas ce chemin de la transition, pour certains, ils vont mourir parce qu'on n'aura plus besoin d'eux. Et puis, le coût, s'il y a un coût peut-être, alors j'entends depuis longtemps dire oui, mais je mets plus de temps pour faire la maquette. Mais enfin, d'une fois que la maquette est faite, on parlait d'interopérabilité tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails d'ingénierie mais il y a des avantages, bien évidemment, et il y a des gains de temps sur d'autres. Le ROI, il est vite fait avec le BIM. Mais je crois qu'il faut, surtout en parlant de coûts, alors on parlait d'investissement, mais toutes les entreprises investissent aujourd'hui. Un artisan, il n'a pas la même camionnette aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Il a le GPS dedans maintenant, donc c'est plus facile pour aller chez les clients. Il tape l'adresse et il y va directement au lieu de faire le tour 3 fois du pâté de maison. Juste, je fais de l'humour avec ce coût, c'est important. Mais je crois que c'est le coût de la transition, l'investissement, on l'a vu tout à l'heure, il y a certainement des accompagnements à faire, il y a certainement des points à faire sur les outils, notamment avec les éditeurs, avec les logiciels, parce qu'il y a des suites aujourd'hui qui ne correspondent pas forcément à celles qu'on attende. Mais il y a aussi des valorisations qui peuvent être faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maître d'ouvrage qui se retrouve avec un DOE sur lequel il peut intervenir avec un autre outil pour faire de la maintenance, pour faire de la gestion de patrimoine, ce maître d'ouvrage, il est prêt à payer plus cher. Oui, bien évidemment. C'est clair qu'il y avait aussi des coûts très importants quand on avait des conflits sur les chantiers. Là, il y a un exemple, je crois, d'un escalier sur le bâtiment qui a dû être J'allais y arriver. Ouais. Ce coût-là, c'est le coût de la qualité et du délai sur un chantier. C'est aussi, on parlait de rénovation énergétique tout à l'heure et de réglementation thermique. Demain matin, on aura des fiches de cycle de vie, des FDS à intégrer, les fiches de matériaux. On aura des analyses de cycle de vie à faire. On va les faire comment avec notre TI30 donc aujourd'hui, je crois que le coût, il faut relativiser sur ce coût. C'est le coût d'un investissement et d'une transition. Donc il y a la formation, il y a le matériel. Aujourd'hui, le matériel, qui n'a pas un smartphone dans la poche, même si on descend sur un chantier, voir les compagnons, le maçon ou tous ont un smartphone dans la poche. Donc, je crois qu'il faut le relativiser sur le coût. Il faut pas se voiler la face non plus. Mais je crois qu'il faut relativiser le coût. C'est le coût d'investissement pour chacun d'entre nous de cette transition numérique. Voilà, qui peut être accompagnée, je pense, aujourd'hui, notamment sur le matériel, il y a des accompagnements qui passent par d'autres plans numériques d'État ou de région. Mais je crois qu'il faut relativiser sur cette notion de coût et pas en faire un diable technique. Voilà. Pour rebondir sur Gilles, en fait, premièrement, j'ai 2 choses. Il faut choisir les bons interlocuteurs. Deuxièmement, pour le coût, par exemple, quand je parle de maquette, avant, les maîtres d'ouvrage demandaient une vidéo. La vidéo coûtait entre 10 000 et 30 000 euros pour faire une vidéo immersive. Maintenant, si on a la maquette, on peut la faire. Donc, c'est un coût en moins. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que vous vouliez encore peut-être poser question? Oui, monsieur. On va vous transmettre un micro pour que vous puissiez intervenir. Bonjour, Patrick Debeleu de la CS3E à la FFB Grand Paris. Ma question, ça concerne en fait la phase consultation des entreprises dès le départ. Est-ce que selon vous, le fait de tout numériser, le fait de passer en BIM, est-ce qu'à l'avenir, on peut se passer des documents, les pièces écrites de consultation, et est-ce qu'on pourra retrouver tout ça en fait sur une plateforme numérique telle que Maximilien par exemple, où on n'aura plus besoin de documents écrits? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre un processus qui va apporter de la qualité de la donnée et des livrables. Les livrables, ça peut être encore sur support papier, ça peut être sur PDF, ça ce sont des livrables. Ce qui est important, c'est de savoir d'où vient ce livrable.
On va en terminer justement par le DOE qui est un des bénéfices de ce travail en numérique, c'est-à-dire qu'on finit par avoir une vision long terme du bâtiment. Ça, c'est peut-être quelque chose qui change dans les mentalités, c'est qu'il n'y a plus que... Auparavant, on était quand même très concentré sur la construction du bâtiment. Ça reste toujours un point évidemment très important quand on parle des questions de coûts, mais on a de plus en plus une vision patrimoniale. Quand la SNCF se lance par exemple sur ce bâtiment en numérique et dans d'autres projets, c'est aussi pour avoir l'exploitation du numérique derrière accessible, savoir où on en est. Ce sont quand même des bâtiments techniques. Donc il y a des informations très précises qu'il faut pouvoir trouver. Et on sait combien d'entreprises ou d'acteurs ont eu des difficultés parfois à retrouver des plans, à savoir ce qui avait été fait. Et ça a des coûts derrière aussi très importants quand il faut aller mener l'enquête finalement pour savoir ce qu'a fait son prédécesseur 15, 20 ans, 30 ans plus tôt. Là, il y a le DOE, donc c'est le document qui est remis des travaux tels qu'ils ont été exécutés. C'est bien ça, Pierre Ranou. Qu'est-ce qu'on voit exactement pour qu'on puisse expliquer? Là, on voit comment le DOE se présente sur votre bâtiment de la SNCF? Oui, totalement. Là, ce que vous voyez là, c'est toutes des informations qui sont dans un conteneur de données. Hein. Là, on est bien dans le projet qui nous concerne. On est sur une plateforme où, effectivement, il peut y avoir plusieurs projets. Là, on voit la déclinaison. De l'ouvrage, on voit des PGF de l'entreprise, on voit la marque, on voit la fiche produit. Et de la fiche produit, on va effectivement à la fiche technique, voire à la fiche FDES. Et tout ça, on voit cette chaîne de l'ensemble de l'information qui, demain, sera remis sur un support numérique au maître d'ouvrage pour qu'il puisse le consulter au travers effectivement de ces outils et faciliter la tâche à celui qui va effectivement changer cet appareil sanitaire. Et il y a aussi un point très important, c'est les matériaux disponibles dans un bâtiment, même si jamais un jour on doit modifier l'état de ce bâtiment, on parle d'économie circulaire, c'est un point important. Et puis aussi parce que on est dans, alors là c'est des bâtiments très spécifiques avec la SNCF peut-être, mais on est quelquefois dans des processus de mutation où c'est qu'un bâtiment va avoir une durée de vie avec une fonction précise pendant 15-20 ans et il va être repris par une autre activité à la suite. Ça c'est aussi un point essentiel pour les mutations de bâtiments. Pas plus tard qu'hier, en fait, j'étais pour voir un nouveau projet et la maîtrise d'ouvrage avait perdu les plans. C'est un grand maître d'ouvrage qui a plein de bâtiments. Et donc, en parlant avec le client et le responsable marketing, je me suis placée, j'ai dit, maintenant, on peut vous faire un scan de votre bâtiment, faire la 3D de tout le bâtiment, parce que c'était sur une partie du bâtiment, et comme ça, quand vous voulez louer ou faire autre chose, vous avez un actif que vous connaissez et vous pouvez récupérer les plans rapidement. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais Zaina Kawam, non seulement est BIM manager, donc elle coordonne tout le monde, mais c'est aussi elle qui a manipulé la télécommande pour les présentations pendant tout le temps de cette table ronde. On peut l'applaudir, ainsi que Nicolas Donneau et Pierre Ranou pour nous avoir fait ce résumé. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps et nous avoir expliqué comment vous avez travaillé sur ce projet de la SNCF. Merci pour vos questions. On va marquer une petite pause d'une demi-heure. Vous l'avez vu, il y a un espace restauration qui est à votre disposition pour pouvoir continuer à échanger. Dans 30 minutes, on revient ici dans cette salle et on évoque un cas d'utilisation du BIM à travers un projet de rénovation assez ambitieux à Massy avec des immeubles d'habitation en site occupé. Donc de la rénovation en site occupé, on va voir comment ça se passe avec le BIM. À tout à l'heure.